Bonjour Henri Tsiang. Bonjour. Vous êtes ancien chef de service à l'Institut Pasteur de Paris et enseignant de Qigong. Alors, à nos côtés, Pierre Domps, donc, qui est un de vos élèves. Vous apprenez le Qigong avec Henri Tsiang. Absolument, avec passion. Voilà. Donc, vous allez aussi intervenir pour donner un peu vos ressentis. Donc, on est dans l'émission Harmonie. On parle d'équilibre d'esprit et de corps. Alors, ce matin, j'entendais encore à la radio un sujet qui va être évocateur pour vous, puisqu'on va parler justement des relations entre le Qigong et les neurosciences et vice-versa. Vous avez été à l'origine d'un article là-dessus. Ce matin, Stanislas Daen, donc professeur au Collège de France, revenait sur la place des neurosciences dans les politiques éducatives et sur les inégalités à l'école. Alors, nous, on va plutôt se pencher sur les relations entre neurosciences et Qigong. Mais avant de revenir là-dessus, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous pratiquez le Qigong depuis toujours ou est-ce qu'il y a un moment de votre vie où vous avez commencé à le pratiquer? Oui, j'ai commencé à pratiquer le Qigong après ma retraite, donc après 65 ans. D'accord, très intéressant. C'est plutôt récent. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. On peut commencer à faire du Qigong dès très jeune. On peut commencer à faire du Qigong très jeune, mais étant donné la nature de l'enfance, les jeunes ont plutôt tendance à vouloir faire des arts martiaux. Donc il y a une évolution des besoins qui ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que le Qigong s'adresse plutôt à des adultes qui ont déjà eu un parcours de vie, et même aux personnes âgées, parce que ça va les aider à bien vieillir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le Qigong? Vous parlez d'arts martiaux. Qu'est-ce le Qigong face aux arts martiaux? Le Qigong fait partie de la médecine chinoise et un tout petit peu des arts martiaux. En réalité, toutes les pratiques énergétiques et martiales sont sous un même chapeau dans lequel on ne sait pas trop bien comment faire la frontière entre ce qui est proprement du Qigong et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, le terme de Qigong n'existe que depuis le milieu du siècle dernier, où on a rassemblé un certain nombre d'activités qui, sous le nom de Qigong, est devenue une entité plus entière. Alors, la signification de Qi et Gong? Le Qi, c'est l'air, c'est l'énergie, c'est le souffle. Et Gong, ça veut dire travail. Donc c'est le travail de son énergie ou le travail de son souffle. Donc, Pierre, vous confirmez que vous travaillez énormément sur votre respiration? Je dirais que c'est l'essentiel qui arrive à me donner un certain équilibre. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu Henri en parler, en fait, j'étais très séduit parce qu'il nous a expliqué en quelques mots que, en fait, la différence entre les médecines occidentales et les médecines traditionnelles, c'était que lorsque on se coupe, par exemple, un doigt dans la médecine occidentale, on essaye de trouver la plus petite molécule, et qu'en Chine, on dit c'est tout à fait absurde parce que c'est le résultat et la cause est autre. Et moi, j'ai été très séduit par le fait qu'on arrive à associer l'âme au corps, de telle manière que, puisque je crois que c'est une des recherches du Qigong, c'est un côté préventif d'assurer un équilibre pour éviter d'être malade. Et je crois même que les empereurs chinois le pratiquaient en pensant qu'ils auraient une vie éternelle. Mais je pense que si ça avait été le cas, on le saurait. Oui, effectivement.
la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de prévention. Oui. Ce n'est pas comme chez nous, c'est-à-dire nous on va chez le médecin une fois que le mal est là. Voilà. Or que la médecine traditionnelle chinoise, du peu que j'ai pu apprendre en interviewant des praticiens à Paris, c'est qu'on essaie de la pratiquer tout le long pour justement ne pas devoir soigner le mal, hein, en quelque sorte. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que on va chez un médecin chinois, non pas parce qu'on est malade, mais pour savoir si on est en état de déséquilibre. Car ce sont les déséquilibres internes entre le foie, le cœur, etc., qui font qu'on tombe malade, peut-être dans les mois qui viennent, peut-être dans les années qui viennent. Donc le médecin chinois qui aura découvert qu'il y a un déséquilibre quelque part va soigner ce déséquilibre pour que la maladie ne se produise pas. Donc effectivement, oui, c'est de la médecine préventive. Alors, comment vous avez pu établir des liens entre ce qu'on appelle les neurosciences, donc les neurosciences, quand on parle de neurosciences, c'est le système nerveux, c'est ça? Tout à fait. Quels sont ces liens qu'on peut faire, des exemples concrets pour nos auditeurs, ça va être encore plus parlant? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Dans la pratique chinoise, on parle du second cerveau, c'est-à-dire tout le système digestif, parce qu'on considère qu'il est aussi important, presque aussi important que le cerveau dit supérieur. Et évidemment, c'est une notion qui n'est pas du tout passée dans la culture occidentale. Pas encore, en tout cas. Pendant très très longtemps, pendant, disons, plus d'un siècle. Et ce n'est à la fin du siècle dernier qu'on commence à parler du second cerveau dans les milieux des neurosciences traditionnelles, classiques. Et on a fini par savoir que le système gastrique a un système nerveux qui fonctionne de façon indépendante, qui communique avec le cerveau. Non seulement le cerveau envoie des informations dans le système digestif, mais le système digestif envoie également des informations qui vont modifier le fonctionnement du cerveau. Vous savez que nous avons plus de bactéries dans notre ventre que nous n'avons de cellules dans notre corps. Et il se trouve qu'on accorde de plus en plus d'importance à ces bactéries qui peuvent modifier le comportement humain. Alors, quand vous me parlez, c'est fou, j'ai plein de choses qui me viennent. Alors, en tête, clairement, moi, j'associe ce que vous dites comme quoi le deuxième cerveau peut envoyer des messages au cerveau et le cerveau peut agir en fonction, c'est-à-dire l'inverse de l'habituel où le cerveau peut-être envoie des signaux au deuxième cerveau, clairement à travers la respiration. C'est-à-dire dans des cas de stress, d'anxiété, on arrive grâce à une respiration, j'imagine que vous pratiquez dans le Qigong, à diminuer la tension dans la tête et le stress. Alors en ce qui concerne la respiration, on attribue beaucoup de fonctions à la respiration, que ce soit dans le Qigong ou le yoga ou d'autres activités asiatiques. Dans énormément d'activités, même la sophrologie, on parle de respiration, il faut respirer. Or, c'est extrêmement curieux puisque nous respirons normalement. Et je crois et ça c'est quelque chose qui a été très peu évoqué, c'est peut-être parce que lorsque nous respirons, nous ne fonctionnons pas avec les mêmes parties du cerveau et nous avons accès à d'autres fonctions lorsque nous respirons de façon volontaire. Pourquoi ? Parce que notre mécanisme de fonctionnement, la régulation de notre respiration automatique, se fait au niveau du bulbe, en boucle. Nous n'avons pas besoin d'y réfléchir. Ça fonctionne tout seul. Donc ça se fait à ce niveau-là. Absolument. D'accord. Donc là, quand on se parle, ou je respire pas par le diaphragme, par exemple, enfin, si je le fais, mais
Pas comme si j'étais dans Pas un exercice volontairement. de yoga, voilà, pas volontairement. D'accord, c'est là où ça part de là. Oui. D'accord. Tandis que si nous décidons de retenir notre souffle Ouais. ou d'accélérer notre souffle, nous sommes en train d'activer une autre partie du cerveau au niveau du cortex. Qui se trouve où précisément? C'est-à-dire tout le D'accord, plus cortex haut. cérébral qui est sous la calotte crânienne. D'accord. Or, à partir du moment où vous stimulez des neurones dans le cortex, ces neurones vont communiquer entre eux et établir des relations qui n'existeraient pas si vous étiez en train de respirer de façon automatique, en boucle. D'accord. D'autre part, ces neurones dans le cortex vont communiquer avec des noyaux intérieurs profonds qui vont interagir sur les systèmes de régulation de la réponse immunitaire, du système endocrinien, etc. Donc les effets profonds de la respiration peuvent éventuellement s'expliquer par le fait que lorsque vous respirez de façon volontaire, vous êtes en train de communiquer avec le cerveau et le cerveau avec le reste du corps. Magnifique. Mais donc il faudrait que tous les matins, en se levant, on s'allonge pendant 5 minutes ou de quelques minutes et qu'on respire un peu de manière volontaire. Hein. Parce que finalement, on respire très peu pendant la journée de manière volontaire. Absolument, absolument. D'accord. Mais le fait de respirer de façon volontaire fait travailler aussi le muscle du diaphragme. Absolument. Or, c'est un muscle de l'émotion. C'est ce que vous appelez le Dantian? Non, le Non. Dantian, disons que c'est une entité qui est identique à celui des chakras en Inde. D'accord, C'est un foyer. d'accord. On peut dire que c'est un centre énergétique. Et alors le diaphragme, quand vous dites que c'est un centre émotionnel par Oui. rapport au chakra, Ce n'est pas par rapport au chakra, c'est parce c'est que différent. oui, parce que c'est un muscle qui, par exemple, si vous avez des émotions fortes, vous allez avoir le ventre contracté. Complètement. Complètement, Noué, on voilà. dit. Eh bien, c'est le diaphragme qui est noué. D'accord. Donc, lorsque vous libérez cette tension, vous allez libérer les tensions à l'intérieur du ventre, et cette libération va se communiquer au cerveau. D'accord. Alors, Donc, on peut dire qu'une partie des émotions fonctionne grâce à des muscles intérieurs du ventre, Mais et alors, non seulement à cause du système nerveux. d'accord. Mais c'est bien d'avoir des émotions. Donc, est-ce qu'il faut systématiquement travailler sur le relâchement de ces tensions? Non, il s'agit en fait d'avoir une meilleure compréhension de ces systèmes. D'accord. De ne pas se laisser envahir par l'émotion. Il ne faut pas oublier que on appelle les énergies perverses externes, le vent, le froid, etc., qui nous agressent, mais nous avons des agressions intérieures qui sont la peur, trop de joie, c'est Absolument. également une agression. Mhm. Donc il y a énormément d'émotions qui nous submergent tous les jours, et l'intérêt, c'est de pouvoir sentir à quel niveau d'agression on se trouve et comment le contrôler. Et donc le Qigong, Pierre Dombs, je me retourne vers vous, élève d'Henri Tsiang. Ça vous aide, la pratique du Qigong, à réguler ces émotions, à mieux les appréhender? Bien que je ne le paraisse pas extérieurement, je suis très nerveux. Et j'avoue que par mes activités, j'ai souvent du stress. Et je reconnais que depuis, ça fait au moins 5 ans ou 6 ans que je pratique du Qigong, j'arrive beaucoup plus à maîtriser les choses et à les rendre, disons, proportionnelles à la réalité de ce qui les provoque. Et je dois dire que je suis beaucoup plus, entre guillemets, décontracté que je ne l'étais avant de démarrer le Qigong. Mon seul problème, c'est que je vais souvent en Chine, donc je n'assiste pas toujours au cours. Mais si je le pratique
pratiquais davantage, je suis sûr que je serais encore mieux préparé. Si vous permettez, je vais ajouter quelque chose d'autre. Vous avez parlé de stress. Effectivement, la pratique du Qigong permet de mieux gérer le stress. Mais la grande qualité du Qigong, ce n'est pas ça. C'est de pouvoir gérer les informations toxiques qui nous viennent de l'extérieur avant que le stress ne se produise. D'accord. Autrement dit, c'est en amont du stress que le Qigong peut intervenir. Et comment vous faites ? Comment ça se passe ? Alors, la pratique du Qigong permet de, je dirais, calmer, d'harmoniser tout ce qui nous vient de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est le stress ? Le stress, c'est recevoir des informations visuelles, auditives, sensitives, oui. Et notre cerveau doit gérer ces informations. On gère ces informations avec notre vécu, notre génétique, les traumatismes que nous avons pu avoir, et on va être confronté à cette information extérieure qui peut être très agressive. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une gestion de communication entre différents noyaux de la mémoire et de ce que nous percevons comme information. Donc la qualité de gestion de ces informations peut être améliorée par le Qigong, par la capacité à faire la coordination des mouvements, à gérer la séquence des mouvements qu'on doit faire, et ainsi de suite. Comment ça se pratique le Qigong ? Il faut être en plein air, ça peut être en intérieur. À hauteur de combien de fois par semaine ça commence à porter ses fruits ? Au bout de 15 ans, je n'en vois pas la fin. D'accord. En revanche, dès le premier jour, on voit les résultats. On sent les résultats. Et c'est plutôt en extérieur ou en intérieur quand on le pratique ? Alors, il y a deux façons de faire. Ou bien on est en extérieur et on sent les bienfaits d'être à l'extérieur, de sentir la nature, etc. Mais personnellement, je préfère travailler en intérieur parce que nous sommes beaucoup plus en train de travailler sur l'intérieur du corps et non pas sur les sensations extérieures. D'accord. Et matériellement, puisque je n'ai jamais assisté à un cours de Qigong, c'est des gestes très lents. Enfin, moi, là, c'est le Tai Chi qui me vient à l'esprit. C'est pas le Tai Chi. Non, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais comment ça se passe ? Vous êtes allongé, vous êtes debout Normalement, on pratique debout. D'accord. Parce que pour la circulation du sang et de l'énergie, c'est la position debout qui est la plus favorable. D'accord. On peut la pratiquer assis. J'ai des élèves qui pratiquent assis. Mais la posture assise crée des contraintes au niveau des articulations qui empêchent un petit peu la circulation. Il y a une autre possibilité pour les personnes qui sont handicapées ou qui sont malades. La position couchée peut fonctionner aussi. Mais là où on fonctionne le mieux, c'est la posture debout. D'accord. Avec des gestes lents ou sans gestes du tout. C'est-à-dire que lorsque nous ne faisons pas de gestes, nous sommes très proches de l'état méditatif. D'accord. Et les yeux sont ouverts, fermés ? On peut avoir les yeux ouverts, on peut avoir les yeux fermés, ce n'est pas un problème. D'accord. Pierre, c'est mieux d'avoir les yeux fermés parce que ça permet souvent de mieux se concentrer, c'est du moins mon ressenti en ce qui me concerne. Et j'aimerais donner une petite anecdote. Dans mes voyages en Chine, il m'est arrivé 2 fois de me casser la jambe. Et des fois ou une fois? Ah, deux fois. D'accord. À 10 ans d'intervalle, pratiquement le même jour. D'accord. Et la deuxième fois, ça a été un petit peu sévère puisque j'ai eu une double fracture du col du fémur. C'est dans un endroit où il faisait entre moins 30 et moins 40 en Chine. Et j'ai glissé sur le verglas. Ah. Et quand je suis rentré, je me suis rééduqué, bien sûr. Et quand j'ai commencé à marcher, que je hâtais le pas, j'avais une douleur qui était au coup de pied, en fait, du pied gauche, de la jambe gauche. C'était la jambe gauche qui était concernée.
Et j'en ai parlé à Henri qui m'a dit le problème, c'est que ton pied ne communique pas assez avec ton cerveau. Donc il y a une espèce de rupture dans la chaîne qui devrait normalement fonctionner entre les deux. Et à force de faire du Qigong, je suis arrivé à faire en sorte, en fait, ça a été le résultat plutôt de ce que m'a fait faire Henri Xiang. Je n'ai plus eu mal au coup de pied parce qu'il m'a permis de rétablir la communication entre mon pied et le cerveau. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé ce moment harmonie avec nous. Ouvrez grand vos chakras, hein, si on peut envoyer un message à nos auditeurs. Et puis, à une prochaine, peut-être pour pratiquer ensemble le Qigong ou poursuivre ces belles conversations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.